En formation, disons qu'il y en a qui vont des fois faire le choix de la lire, le temps de se l'approprier. C'est parce que du coup, le fait de la lire et puis de la relire et de Mmh. la relire, etc., c'est bon. Au bout d'un moment, tu captes bien les ressorts. D'autres qui préfèrent partir en, j'allais dire, en impro, voient comme toi, c'est juste, fais-toi confiance, en fait, tout Mmh. simplement. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas partir en impro si vous voulez tout changer dedans. Quand je Mmh. dis ça, c'est que vous pouvez complètement trouver une autre métaphore et il y en a à qui elle ne plaît pas du tout. C'est marrant, elle suscite vachement de controverses en formation, cette métaphore. Je trouve ça assez rigolo. Et il y a des gens où vraiment elle les dérange. Le seul truc, c'est que c'est pas un souci d'en changer. Mais par contre, prenez vraiment le temps de réfléchir à ce que vous allez dire avant. Que c'est toujours. Alors, évidemment, les groupes sont jamais faits au hasard. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le hasard, mais évidemment, ça colle toujours. Et il y a toujours des groupes où c'est la misère de ce point de vue-là. Ou alors ils se partent sur un truc, puis en fait, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens, et du coup, l'autre ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et quand c'est l'autre qui fait, bah, c'est pareil. Où il y a un espèce de groupe où sur le critique, il y a un truc, ça fait putain, en fait, voilà. Et du coup, ça, pour moi, ça raconte vraiment qu'il y a un truc qui n'est pas vraiment saisi autour du sens de ce critique et de sa bienveillance et de son souhait d'aider et qu'il a dérapé, quoi. Hein, donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là où ça fait je sais pas, prenez le temps vraiment de voir comment ça prend sens ce critique chez vous, comment ce protecteur a pu devenir critique et comment ce critique peut redevenir protecteur. Vous voyez quel est le levier pour vous, parce que là encore, c'est toujours pareil. Si c'est pas congruent pour vous, eh ben, immanquablement, le client que vous accompagnez, la faille, elle est grande ouverte, il va y aller, mais gaiement. Ça ne loupera pas. Donc, pour éviter de se mettre dans cette situation-là, alors en formation, c'est pas très grave, hein, enfin voilà, on expérimente, même si on travaille sur des vrais sujets, on expérimente. Mais bon, avec une clientèle, c'est toujours un peu plus relou, quoi. Quand ça se produit un truc, on fait ah merde, je suis à côté. C'est jamais très agréable à vivre quand on accompagne. Donc, vérifiez où vous en êtes par rapport à ça. Mmh. Moi, le truc, c'est que la façon dont je l'ai rédigé, effectivement, dans la lecture, ça peut vous paraître très relou, parce que moi, je répète énormément. Dans cette métaphore, il y a vraiment des trucs sur lesquels j'insiste. Et du coup, c'est hyper répétitif. Donc, à lire, je pense que c'est très chiant. Je vous l'ai Mmh. retranscrit telle que j'ai l'habitude de la dire, même si c'est jamais tout à fait pareil parce que je la lis pas moi habituellement. Donc voilà, mais il y a effectivement plein de redondances. Hein, euh, euh, pour protéger les villageois, mais malgré eux, je sais pas combien de fois je le répète, mais j'ai tendance à le répéter et le répéter. Genre, hein, bien pour protéger les villageois, mais malgré eux. Donc, Je c'est comprends. juste capter un peu le déroulé et le refaire à votre sauce avec vos mots à vous. Peut-être que, enfin voilà, il y a sans doute des choses que vous allez transformer et c'est tant mieux, quoi. Parce que on a envie qu'il ait son monde, en fait, cet enfant intérieur. Donc, on va voir l'enfant intérieur, mais on va voir aussi dans quel monde il vit, parce que le monde dans lequel il vit va raconter plein de trucs. L'endroit où c'est une petite pièce toute fermée où il n'y a pas de fenêtre et pas de porte. Ça raconte plein de choses aussi. Et si tu veux, ça va être moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que l'enfant, il puisse le transformer, ce paysage, pour avoir un peu. C'est comme s'il vivait, j'allais dire, dans une bulle, mais au sens de. Il a vraiment son monde à lui. Toute sa créativité peut s'exprimer dans son paysage. Donc, il y a cette notion-là pour moi là-dedans, dans le fait d'aller rencontrer son enfant intérieur qui est vraiment dans son paysage. Ça le met, j'allais dire, un peu à l'écart, ce qui n'est pas le cas du protecteur. Hein. Lui, on n'a pas ça du tout. Mais pour l'enfant, ça permet de finalement, on préserve. Ouais, c'est vraiment, il a le droit, au-delà de la protection, c'est qu'il a vraiment, cet espace lui appartient. Et là-dedans, il est libre. Parce qu'il n'est pas dans le monde, dans le vrai monde, il vit pas dans notre réalité, il vit dans son espace à lui où il peut tout créer. D'ailleurs, j'ai fait une expérience la semaine dernière, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Euh, Ces dernières semaines, il y a eu des choses dans mon environnement vraiment difficiles.
des annonces très douloureuses, des décès, des trucs bien de merde, qui me touchaient pas moi personnellement, mais qui touchaient ma fille en l'occurrence. Donc ouais, c'était un peu là 3 semaines, chaque semaine une nouvelle encore pire que la semaine d'avant et des trucs vraiment costauds où tu te dis putain ton gamin là-dedans. Accueillir des nouvelles aussi merdiques que ça à son âge, je te fais oh. Et donc forcément ça m'a impacté pas mal. Bon, je garde le cap, hein, mais l'air de rien, j'ai un peu pris cher là, les dernières semaines. Et en fait, samedi soir, je suis restée un peu avec ça. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait beaucoup de tristesse qui était là. Et je me dis, à un moment, je me dis, tiens, je vais. Alors que d'habitude, quand je suis impactée, ça touche pas mon enfant intérieur parce que bah, des fois, je vais voir pour vérifier si tout va bien. Mais en fait, c'est bon, elle est préservée. Et là, je me suis dit, tiens, tiens, tiens. Et j'ai été la voir. Et en fait, elle était en larmes. Et ce qui était super, c'est la première fois que ça se présentait comme ça, parce que je vous dis ça parce que ça rejoint cette question de bulle. C'était comme si son paysage, vous voyez, avant, quand il y avait des négatifs photos ou des pellicules, voilà, et qu'on les brûlait, là, quand enfin, on les brûlait, voilà, ça crame enfin, j'allais dire de l'intérieur, ça fait pas de flamme, ça fond un peu là. Et ben, c'était comme si son paysage, il y avait ça, quoi. Il y avait un endroit où ça avait altéré la surface et que du coup, il y avait le reste, quoi, le reste pas beau, qui venait du coup, qui gâchait son paysage et où du coup, elle disait, ah bah merde, je vis dans une illusion, en fait, je vis que dans une bulle. Voilà. Bon, après, du coup, j'ai rebossé ça avec elle et tout va bien, hein, mais juste pour dire qu'il y a vraiment, dans ce monde, il y a quand même ce truc, effectivement, où c'est un endroit préservé, quoi. C'est tout ce monde-là qui va avec l'enfant intérieur et là-dedans, cet enfant fait vraiment tout ce qu'il veut. Et moi, ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté ouais, préserver ce monde de l'enfance là-dedans. Après, c'est toujours pareil. Moi, quand je travaille avec mes clients, on le fait une fois, le travail sur l'enfant intérieur, parce que les gens qui viennent nous voir, ils viennent 2, 3, 4 séances, 5 séances. Enfin, je veux dire, c'est un travail ponctuel, on est dans le cadre de thérapie brève. Moi, pour moi, j'y étais beaucoup plus de fois que ça. La première fois, le temps d'y arriver, d'aller au bout de mon processus, j'y étais en 2 fois. Mais après ça, dans les années qu'on suivit, il m'est arrivé d'y retourner sur, j'allais dire, sur d'autres sujets, sur d'autres blessures. Parce que ma vie venait gratter sur un autre genou, en gros, sur un autre aspect. Et du coup, il m'est arrivé d'y retourner. Ce qui arrive, moi, ça m'est pas arrivé à part avec une ou deux personnes de mon entourage, ouais, en l'occurrence de mon entourage, mais qui sont venus plusieurs fois à des intervalles plus éloignés, qui ont vraiment cette, j'allais dire, cette finesse de travail. Sinon, dans ma clientèle, on y va une fois et puis c'est marre, quoi. Et j'allais dire, ça suffit au sens de le plus gros effet. Néanmoins, bien sûr, c'est comme tout, il y a plein de facettes. Donc, quand on bosse de soi à soi, il peut être intéressant de temps en temps de retourner voir parce que la vie met à jour quelque chose de nouveau, qu'on est confronté à une nouvelle blessure dont on n'avait vraiment pas conscience avant ou qui était vraiment cachée. Et du coup, ça peut être intéressant de retourner voir. Hein, donc mais après, je te dirais que c'est pas commun d'avoir à faire ça. Mais je veux dire, après, tout dépend de jusqu'où on veut aller, quelles sont les exigences, ou c'est même pas une terme d'exigence. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on vise, quoi. Moi, je vise l'idéal, donc forcément, une vie n'y suffira pas, hein. Mais après, une séance comme celle-là sur l'enfant intérieur, pour un certain nombre de personnes, il y a un côté vraiment magique. Quand je dis magique, c'est qu'il y a vraiment un switch incroyable. Et avec des personnes où c'est parfois totalement inattendu. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir accompagné une dame, pas loin de 70 ans, qui n'a jamais été consultée personne de sa vie et qui arrive dans un discours où, bah, en gros, sa vie, ça a été globalement de la merde, hein, on va dire comme ça. Bon, une enfance difficile.
et l'impression d'être passée complètement à côté de sa vie, qu'il n'y a pas eu de joie, que de toute façon, elle n'a pas de chance. Triste, quoi. Et pas du tout de regard pétillant ou non, c'était voilà. Et puis en plus à regarder des choses. Par exemple, elle me dit oui, bah mon fils, bon bah il habite à Marseille, c'est loin. Bon bah pour la fête des mères, bon d'accord, il m'a envoyé un gros bouquet. Mais Et j'aurais préféré qu'il vienne, quoi. Bon, bah, Marseille, bon, d'accord, il n'avait pas son week-end, mais enfin, il aurait pu faire un effort, hein. C'est pas- Sur 2 jours, Marseille-Tulle, c'est vrai que c'est quand même un petit peu, quoi, de distance. On comprend que le gars, il a peut-être un peu autre chose à faire. Et en plus, il lui fait envoyer un énorme bouquet. Je me dis, putain, moi, j'envoie pas un bouquet à ma mère, merde. Ouais, ce serait sympa, je fasse ça un jour à ma mère. Elle dira, putain, oh, dis donc, un bouquet. Et du coup, voilà, donc elle était là-dedans. Et je me dis, bon, mais là, pour la sortir de là, on va peut-être un peu ramer. On se dit, on commence par l'enfant intérieur, mais honnêtement, je le propose, que je me dis, ouais, je le sens, mais bah voilà, il y a des séances, j'allais dire miraculeuses, il n'y a rien de l'ordre du miracle, hein, mais magique comme ça, où il se passe vraiment une transformation importante. Et puis il y en a d'autres où, bon, bah, on avance, quoi. C'est un pas, mais c'est tout. Et là, voilà, mes préjugés qui sont là, forcément, hein, parce que, bah oui, hein, j'ai beau dire, ah ben non, 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 mais si, 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 je me dis, bon, on verra, ça va sûrement pas être ouf, mais on verra. Tiens, la nana, c'était hallucinant. C'était, mais dans le fauteuil, mais moi, j'étais là, à faire, elle disait, mais vole, 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 petite fille, vole. C'était mais complètement délirant. Mais elle était à fond, quoi. C'était génial. Sa vie s'est transformée du jour au lendemain. ah ouais. On continue à échanger de temps en temps via Facebook, un petit messenger, machin. Elle est à fond les ballons. Et ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans, hein, qu'elle est venue. On a travaillé un autre truc après. Elle est revenue une fois pour couper les liens de douleur avec sa mère, qui était toujours en vie à l'époque et voilà, où il y avait vraiment un lourd passif entre elles deux. Et point. On s'est vu 3 fois, anamnèse, enfant intérieur, critique, et rupture des liens de douleur avec la maman. Et elle kiffe sa vie, quoi. Elle faisait déjà des balades dans la nature, mais là, on sent que ça fait wouhou. Et elle s'envole, elle s'envole tout le temps, elle s'envole. Donc, pour dire que vraiment, ça peut être vraiment totalement impressionnant, y compris chez des personnes où on se dit, ouais, voilà, c'est pas ça qui va faire le switch. Bah, si. Donc, et ça arrive, j'allais dire fréquemment, la majorité ne vivent pas des séances aussi intenses que celle-là non plus, mais où il y a vraiment une transformation qui se fait, c'est vraiment très régulier, quoi. Ouais. Parfois, ouais. Et en plus, une personne comme ça, je veux dire, elle n'a jamais entendu parler de ce que c'est l'enfant intérieur ou le critique intérieur. Et du coup, c'est qu'une découverte. Donc, le pari, ça va être, est-ce que j'arrive à l'embarquer, en fait? Est-ce qu'on arrive à aller le réveiller, ce truc-là, de la créativité, de l'imaginaire et le youpi, on est des gamins. Et il y a des trucs, mais ouais, moi, moi, je suis toujours très touchée quand j'accompagne des hommes, par exemple. C'est con, hein, mais ça me touche particulièrement parce que je trouve qu'il faut il y a peu d'hommes qui osent passer le pas. D'aller vers des accompagnements. Et du coup, moi, ça me touche toujours énormément, des mecs qui osent passer le pas et qui y vont. Et donc, j'ai pu accompagner des hommes sur ces sujets-là. C'est pareil, des mecs qui ont pas, je veux dire, ils sont pas a priori dans leur féminin sacré à fond les ballons, quoi, hein. Et, et où il se passe des choses extraordinaires, quoi, où ils fabriquent des cabanes, ils font des fusées, c'est trop bien, c'est trop chouette, et là, ouais, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et ça, moi, je trouve qu'à chaque fois, ça, c'est vraiment magique, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire que la question, c'est de savoir si, toi, tu le sens, d'être dans cet accompagnement-là, et évidemment, si elle le sent. Moi, personnellement, j'ai aucun principe là-dessus, enfin, aucun principe arrêté, à part de vraiment s'écouter l'un et l'autre dans le fait que c'est vraiment juste. Donc moi, ça m'est arrivé d'accompagner mes proches. Par exemple, j'ai bossé avec ma sœur là-dessus, sur l'enfant intérieur et le critique. Moi, je sentais que c'était vraiment OK pour moi. Et elle, c'était vraiment OK aussi. Donc, il n'y a pas eu de souci. Mes proches, ça me pose pas de problème. Moi, en général, ça me pose pas de problème, sauf avec mes enfants où j'ai plus de difficultés.
moi, je sens que ça vient me chercher en termes d'attente, de résultats, Mmh. où j'ai beau, là, c'est pas ma raison, là, hein. Là, c'est mon cœur, là, qui fait: «Ah oui, il faut l'aider» et où du coup, je me dis: «Ouh là, ouh là, non, va pas lui rajouter une petite couche de pression et de réussite, ça va bien aller comme ça». Donc c'est moi qui résiste. Alors je vais faire des petits trucs quand vraiment, voilà, mais sur des petites choses, mais sur des gros trucs, il va voir ailleurs parce que moi je sens que moi je serai pas juste. Du coup, moi je pense que c'est ça qui est vraiment à regarder, c'est, est-ce que dans ta position d'accompagnante, tu peux garder ta posture de «j'accompagne», mais après le résultat, voilà, et des fois c'est là que ça va faire, «aïe». Ah ben non, au-delà des principes, c'est vraiment qu'est-ce qui est OK pour toi? Qu'est-ce qui est juste? Où ça t'embarque? Est-ce que ça risque de te faire, de t'amener sur, je sais pas, le sauveur? Est-ce que tu es prêt à tout entendre, dans ce qui peut être dit, ou est-ce que ça va venir trop te bouleverser? Tu vois, c'est quelle distance tu peux mettre avec ça? Moi, je sais que j'ai vraiment une capacité à oublier. Mais c'est mécanique. Je fais un truc, j'accompagne quelqu'un, je zappe complètement ce qui s'est passé pendant la séance. Si la personne m'en reparle, elle revient en séance ou quoi, je reprends 3 notes, ça revient, hein. C'est-à-dire que j'ai pas mais j'ai cette truc d'oublier immédiatement parce qu'à un moment donné, c'était encombrant de je me souvenais de toutes les séances tout le temps, donc c'était un peu chiant quand même. Donc par exemple, ma sœur, je sais que je l'accompagnais sur l'enfant intérieur, je suis incapable de dire ce qui s'est passé, comment c'était pour elle, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'en formation, je cite les mêmes personnes, parce que j'ai quelques séances qui restent et les autres, bah, il faut que je me replonge dans les fiches. J'ai noté des mots-clés, du coup, là, ça revient, mais sinon, je ne sais pas. Du coup, je sais que ça ne va pas m'impacter. Je peux être dans l'émotion, comme avec n'importe quel client, dans l'accompagnement, parce que c'est émouvant ce qui se passe. Mais après, bon, voilà, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, ça ne va pas venir m'ébranler. Donc, je pense que c'est ça qui est à regarder. Et par contre, il y a clairement des gens de mon entourage qui jamais me viendraient me voir. Parce qu'on se connaît et qu'ils ont besoin que leur thérapeute ce soit vraiment en dehors de quiconque qu'on connaît déjà, quoi. Ouais, mais effectivement, tu as raison de souligner ça, hein. Des fois, ça va être le moyen aussi de positionner le fait que, enfin, en tant que pote, on va pas faire des séances à tout bout de champ, quoi. Enfin, ça, on peut faire autre chose aussi des moments qu'on passe ensemble. Pourquoi? Parce que là, ça traduit vraiment le fait que, d'une certaine façon, sur Terre et avec des humains, bof, quoi, tu vois? Donc, le fait de ramener cette énergie-là, mais ici, c'est vraiment, de la même façon que les adultes, c'est restaurer la confiance, tu vois? Il y a cette notion-là, bah, là, il y a aussi c'est possible ici, dans cette matière-là incarnée. Parce que, elle, ça se manifestait comme ça, là, dans les nuages. J'avais déjà eu quelqu'un, par exemple, où c'était, famille ours. Ah, c'est papa ours, maman ours et bébé ours de comment, Boucle d'or, merci. Et en fait, s'ils étaient humains, ça pouvait pas coller. Et du coup, le fait de passer par la famille ours, ça allait. Et après, on a pu, tu vois, j'ai pu la tirer tranquillou à dire: «Ah OK, elle a l'air super cette famille», et si c'était la même famille ours, mais à visage humain? S'ils avaient exactement les mêmes caractéristiques. Alors du coup, le monsieur, il était, assez imposant avec une grande barbe, et la dame, c'était une maman qui faisait bien la cuisine, quoi. Il y avait ça. Et du coup, il y a toujours cette idée. Après, on peut pas, hein, c'est ce que je disais hier, c'est la limite entre je tire dans une direction, mais je mets pas la personne en échec non plus. Mais en tout cas, je vais essayer ça. Donc là, la question des nuages, il y avait ce truc de OK, mais alors en plus, il y a que je connais la personne. Enfin, il y a eu une anamnèse avant. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y a même pas d'anamnèse, c'est que c'est quelqu'un que je connais à titre privé. Et je sais que la tendance chez Anne-Laure, ce serait plutôt de se barrer de la planète Terre assez rapidement.
tu vois, si possible, et retourner là-haut, là où elle est connectée, et éviter la souffrance de l'incarnation. Donc, du coup, je sais que pour elle, ça va être important de ramener ça. Cette petite fille, elle peut être heureuse et bien entourée sur Terre, dans un paysage terrestre. Parce que sinon, pour certains, ça va être vite tenté de... Ah, il y en a, ils prennent des fusées, ils font le tour de l'univers, hein. Puis ils trouvent une planète, c'est sympa, c'est les petits princes, quoi. Ouais, mais... Bon, Mais effectivement, elle pourrait théoriquement, elle peut y rester, ok. mais moi, j'ai envie qu'elle puisse expérimenter que dans la matière, ce sera peut-être plus rigolo que dans les nuages, en fait. Tu vois? Il y a ce côté-là. Donc, c'est pour ça que c'est toujours. Il y a très souvent une question d'équilibre là-dedans à trouver de je vais par là, mais effectivement, dans son pouvoir, mais tiens, est-ce qu'elle pourrait essayer de voir sur Terre comment ce serait? Et peut-être ce serait finalement encore plus rigolo. Il y a peut-être plus de paysages possibles et de possibilités de s'amuser là, dans la matière ici, que dans les nuages, quoi. Bah, j'aurais été jusqu'à la limite de sentir que là, ça va mettre en échec. Et si tu veux, ce que je veux pas, c'est qu'à un moment donné, elle se dise, ah merde, j'y arrive pas. Donc, tu vois, ça va toujours être éviter ce sentiment d'échec qui est déjà assez présent en général. Donc, c'est tirer sans aller jusque-là. Ok. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai envie que ce soit sur Terre, mais elle ne le sait pas. Donc, ça reste dans les nuages, c'est cool dans les nuages, bon, bah, ok. C'est pour ça qu'il y a des fois, et vraiment, je vais insister de façon très différente selon les personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens où je sens que je peux, et il y a des gens où je ne vais même pas le tenter. Ok. Tu vois, où c'est comme ça, et je sens que c'est déjà tellement énorme d'être arrivé là, que j'aurais pu aussi ne rien dire du tout si j'avais senti que le moindre chose que je vais dire risque de faire un peu capoter la sensation de réussite, tu vois. Donc, Ok. c'est vraiment une question de mesure, ouais. Euh, Alors, moi, je ne fais pas une anamnèse spécifique pour l'enfant intérieur, c'est plutôt les éléments que j'ai recueillis dans l'anamnèse, les éléments que m'a apporté la personne, à la fin, me font penser que la piste de travail pourrait être l'enfant intérieur. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire que je ne vais pas poser de questions spécifiques pour aller voir si c'est justifié. C'est l'inverse. C'est les éléments que m'a apporté la personne qui vont me faire dire, ah tiens, là, j'ai une piste de travail par rapport à l'histoire que la personne m'a racontée, son histoire de vie, ses blessures d'enfance, par rapport à ce que la personne exprime comme difficulté aujourd'hui, hein, des symptômes, entre guillemets, les schémas répétitifs, la tristesse. En fait, c'est cet ensemble-là, c'est comme un faisceau d'indices, si tu veux, hein, qui me fait dire, ah, là, quand même, je pense que ce serait pas mal de démarrer par là, parce que je sens que les fondations, en gros, sont pas solides. C'est ça, en fait, qui va être vraiment le déterminant. Donc, mon anamnèse, elle est vraiment pas orientée. Tu vois, c'est pas comme certains qui vont faire, je sais pas, je sais pas si je reçois quelqu'un pour du tabac, l'anamnèse, elle est un peu spécifique, quoi. Hein, je vais cibler des trucs. Là, c'est vraiment la personne arrive. Moi, généralement, j'ai pas de questions préétablies. C'est-à-dire que je laisse la personne parler, elle commence à déposer des trucs et après, je vais tirer des fils selon ce que je sens, je me fais confiance là-dedans. Je me suis pas coincée, je peux aussi être coincée, mais je me suis pas fixé tu sais, des questions, oui. etc. Il y a des lignes générales. Je vais toujours demander l'âge, la situation familiale, les enfants. La profession éventuelle. Voilà, enfin, voilà, ça, c'est vraiment la base de la base. Mais pour le reste, ça se fait vraiment selon ce qui se pose sur la table, quoi. Disons que si la personne, dans ce qu'elle m'apporte, la question se pose, je peux aller tirer cette ficelle-là et dire, OK, et dans votre vie, il y a du plaisir, il y a de la joie à certains endroits? Mm. Non, là, franchement, non, je vois pas. Eh ben, écoute.
Peut-être que, alors. Et tu vois, ou alors, si je commence déjà à me dire, travailler sur l'enfant intérieur, ça peut être intéressant, bah, peut-être que la question que j'ai posée, c'est, et vous avez quel regard sur vous? Vous vous jugez comment? Vous vous critiquez facilement? Comment c'est? Tu vois, là, du coup, parce que moi, j'ai déjà en tête que bah, je peux aller peut-être un peu tirer cette ficelle-là aussi. Mhm. Mais j'ai pas de truc préétabli, en fait. Ah, Après, le truc, c'est que entre la demande et ce que nous, on voit, il peut y avoir un écart. Mais il y a aussi qu'entre la demande et ce que nous, on penserait qu'il serait bien de travailler, il peut y avoir aussi un grand oui. écart. Mhm. Et tout dépend de ce que la personne veut. Enfin, moi, je vois par exemple quelqu'un qui vient pour du tabac, là, justement, et qui dit bah, mon seul plaisir dans la vie, c'est de fumer. Moi, perso, je me dis bah, peut-être que ce serait intéressant de travailler autre chose que le tabac, du coup, parce que bah, c'est bien couillon d'arrêter de fumer, c'est ton seul plaisir, chérie. Bah oui, tiens, tu vas en plus enlever ça. Yes, pour préserver ta santé. Bah, à quoi ça sert? Si la vie, il n'y a pas de plaisir dedans, bah, autant en finir rapidement. Enfin, je ne vais pas leur dire ça. Hein. Je ne dis évidemment pas ce genre de truc, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais je veux dire, d'une certaine façon, il y a quand même une incohérence totale à vouloir garder la santé, hein, comme si la santé pouvait se faire sans plaisir et sans joie. Quoi. Il y a quand même un décalage énorme. Cela dit, moi, j'ai eu tout un tas de personnes comme ça. C'est pour ça que le tabac m'emmerdait sévèrement et que j'en faisais de moins en moins, voire plus du tout. C'est que j'avais tout un tas de personnes où on lève ça, hein, on met le doigt dessus quand même, où ils racontent des histoires familiales épouvantables, des histoires de vie terribles. Mais non, non, l'objectif, c'est d'arrêter de fumer et point, ils veulent absolument pas bosser autre chose. Et ils ont le droit. Hein. Donc c'est toujours, je ne travaille pas un enfant intérieur parce que je sens, simplement parce que je sens qu'il y a besoin de travailler un enfant intérieur, sinon je l'aurais fait avec tout le monde. Mais c'est aussi parce que ça correspond quand même à la demande d'aller mieux. Or, tout le monde ne vient pas pour aller mieux. Enfin, ou en tout cas, l'endroit qui est en jeu dans le aller mieux, c'est pas le même pour tout le monde, en tout cas. Ouais, moi c'est ça. Et puis c'est vraiment, voilà, on a fini d'échanger, j'ai quand même recueilli plein d'éléments. Et voilà, moi souvent c'est le moment où je dis, bon, bah, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, moi il me semble qu'il pourrait être intéressant de travailler sur ce sujet-là. Et j'explique, et je vérifie avec la personne que ça lui parle, que ça Mhm. fait, ah ouais, effectivement, dans ce que vous me décrivez, c'est exactement ça. Hein, moi, je me sens effectivement comme une petite fille. Des fois, je l'avais jamais vue comme ça, mais je me sens comme la petite fille qui a envie, enfin oui, j'aurais juste envie qu'on me foute la paix ou au contraire qu'on vienne me rassurer. Ok, Mhm. bon, on est au bon endroit. Donc, vous êtes d'accord pour bosser là-dessus? Oui, oui, oui. On reprend date? Oui, oui, oui. Ok. Généralement, je le nomme. Je crois que ça, là encore, je crois que ça dépend des personnes, en fait. C'est-à-dire que si je sens que ça pourrait être compris comme seulement l'enfant et l'enlever du paysage, je vais forcément le nommer. Et si je sens pas cette peur-là chez la personne, je pense que c'est un peu comme le coup de la porte où j'ai nommé du coup la poignée. Je pense que du coup, je fais pas attention. Je le dis comme ça vient sans être très attentive aux mots que j'emploie dans ces cas-là. Ok. Autant le rajouter, c'est pas plus mal, mm, mais je serais pas étonnée que je le fasse pas systématiquement, disons. Ah, je l'ai pas fait, oh, bah voilà. Ah bah ouais, là, la personne, elle dit oui, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, si vraiment elle veut pas y aller pour plein de raisons, qu'elle ne connaît sans doute pas elle-même, de toute façon, tu pourras pas l'emmener et tu basculeras sur autre chose, voilà, je sais pas, sur de la cohérence cardiaque, sur une métaphore, sur je sais pas quoi. Je veux dire, parfois, il y a des gens qui disent oui, et puis en fait, il n'y a pas moyen, quoi. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, des séances où, ben, en fait, on n'y va pas. Je me souviens d'une dame, c'était juste incroyable. Enfin, la façon dont ça s'est déroulé a été aussi magique que si on avait travaillé l'enfant intérieur, ce qu'on avait prévu de faire, on n'a pas pu le faire. Je l'embarque. Et en fait, elle voyait rien, il n'y avait pas du tout de paysage, mais quasi dès le début, quoi. La misère, la misère, la misère, la misère. Et là, je me dis, putain, j'étais un peu coincée à me dire, là, je vois pas trop comment je rebondis.
Et je suis mon intuition et ça m'embarque sur un truc où je voyais encore moins quelle logique ça avait avec la personne que j'accompagnais qui n'était pas du tout branchée. Mais je ne sais pas. Il y a ça qui descend et je me dis, bon, bah, je vais faire ça. Je l'embarque, du coup, on repasse quand même par son lieu de paix qu'elle avait vaguement vu, enfin qu'elle sentait un peu, mais c'était pas ouf. Et en fait, je la fais respirer par ces différents chakras, ce qui n'est pas trop mon entrée à la base, enfin, qui ne l'était pas du tout à l'époque. Mais vraiment, je sens ça et je la fais se concentrer sur chacun de ses chakras, en respiration, machin et tout. C'était une nana dépressive, une femme dépressive avec des gros problèmes avec l'alcool. Elle revient 3 semaines après, c'était plus la même. C'était youhou! Comme, c'est le genre de choses que j'avais observé en travaillant avec l'enfant intérieur, où c'était arrivé ça. Mais là, de cette façon-là, je me suis dit, mais alors, j'ai eu le sentiment que presque, le fait qu'on ait nommé qu'on allait. Parce qu'à la fin, ce qui est extraordinaire avec ces gens-là, quand on dévie, c'est qu'ils ne vous posent pas la question de, mais alors du coup, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Hein. Pas du tout, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on devait faire. Donc finalement, ça passe, ça interroge pas en fait. Et là, ce qui était hyper intéressant avec elle, c'est que moi, j'ai eu vraiment la sensation qu'en faisant ça, bah, elle avait quand même bossé. Elle a quand même, d'une certaine façon, je ne sais pas comment, d'une façon qui m'échappe, mais d'une certaine façon, le job, elle l'a fait et ça a été hyper transformateur pour elle. Donc, bah là, ouais, faire confiance au subconscient, s'il ne veut pas y aller, il n'ira pas. Et puis, ben, c'est à nous de nous démerder avec ça, quoi. Moi, j'ai senti un truc. Ok, J'avais d'accord. un doute. J'avais un doute dans l'accompagnement. Hein. Quand je le regarde maintenant, j'y suis plus, donc c'est pas pareil. Mais quand j'étais dedans, j'ai eu un doute sur la loyauté du Ok. chevalier et sur le fait qu'il puisse être impressionnant par rapport à la petite fille. Du coup, je voulais vérifier qu'il pouvait vraiment se mettre à la Ouais, voilà, portée et c'est ça. pour ça, il y avait ça. Mm. Il y avait passé par là. C'était une idée comme une autre de vérifier que c'était vraiment OK. Mais ça, c'est Et vrai qu'il y a plein de choses dans l'accompagnement qui vont vraiment dépendre de ce que vous sentez. Et vu de l'extérieur, ça peut paraître assez incongru. Des fois, tu te dis, oh, tiens, pourquoi elle sort ça? Et en fait, juste parce que tu es branché sur l'autre et que tu sens un truc et du coup, tu le fais, quoi. C'est ça. Il faut que ce soit que la petite fille, elle sente que c'est, enfin, le protecteur, c'est cool, quoi. Enfin, il est là pour elle aussi, tu vois. Enfin, d'une certaine façon, elle peut en faire ce qu'elle veut, quoi. Elle peut lui tirer la langue, lui tirer les moustaches, lui grimper sur le dos, monter sur ses épaules. Tu vois, il faut qu'il y ait un truc de l'ordre de le mec solide. C'est pas censé être un monstre avec les enfants, quoi. Hein, le protecteur, il peut jouer avec le fils de la reine, quoi. Là, il y a un peu ce truc-là. Si on lui demande de jouer avec l'enfant de la reine, il va jouer et puis, et puis il va vraiment se mettre à la portée et vraiment rigoler, quoi. Il y a ça. Sinon, c'est qu'il a besoin de se la péter un peu. C'est soit que l'enfant a une peur qui est encore là, mais bien souvent, vu que tout fonctionne ensemble, c'est peut-être que lui, il se la raconte encore un peu quand même dans le pouvoir là. Donc on va lui, c'est aussi une façon de le remettre à sa place, quoi. C'est non, non, en fait, tu te soumets là. Hein, le lion, si c'est un lion, il va se mettre sur le dos et puis on va lui gratouiller les pattes, quoi. Le ventre. Là, on peut faire ça. On peut lui tirer la queue, ça m'est déjà arrivé, de pousser à même, tiens, et si la petite fille lui tire les moustaches, comme le lion avec les lionceaux, hein, il ne va pas leur faire de mal. Hein. À un moment donné, s'il en a marre, il va peut-être le signifier, mais ça s'arrêtera là. La petite fille se fait Dans le- manger, bah tant pis. Non, on arrête, je déconne. Revenez la semaine prochaine, on recommence. Si on sent que la petite fille, elle n'est pas folle, elle ne va pas y aller si elle sent qu'elle risque de se faire bouffer quand même. Donc, on va vraiment... Là, c'est là qu'on peut faire intervenir le sage, l'harmonisation un peu plus complexe. Il y a l'harmonisation simple. Si on sent que, on fait venir le sage et lui va remettre les choses au point sur la place de chacun. Donc ça va permettre au protecteur de soumettre si jamais on sentait qu'il n'était pas encore vraiment... Il faisait genre, il met le genou à terre, mais enfin pas vraiment, quoi. Donc, dans ces cas-là, on peut trouver ce stratagème-là.
Après, il y a toujours des personnes, ça arrivera, qui n'iront pas tout à fait au bout du travail. Moi, je me souviens, une des premières personnes que j'ai accompagnées en clientèle, mais à un moment, j'ai arrêté de l'accompagner tout court parce que je sentais que je ne trouvais pas le biais pour qu'elle décide. Elle arrivait à imaginer sans problème. Il y avait des choses qu'elle transformait, mais elle se bloquait. C'est pas de sa faute, hein, elle faisait ce qu'elle pouvait. Hein, je ne la condamne pas hein, là-dessus. Hein, mais je ne trouvais pas la clé pour qu'elle aille au bout des transformations. Et son critique intérieur, c'était un cochon au début. Un cochon vraiment pas. Voilà. Et à la fin, il était debout et il avait un chapeau haute forme. Et moi, je sentais que le cochon, là, moi, je le sentais, mais pas du tout. Et je lui disais, mais ok, mais ça vous convient comme image? Oui, bon, oui, oui, ça va. Je dis, non, mais on pourrait faire mieux que ça va. Peut-être que ça pourrait être vraiment beaucoup mieux. Non, non, mais c'est bien comme ça. Je n'ai jamais réussi à la faire décoller de son cochon avec son chapeau haute forme. Alors que moi, je le sentais, mais à 10 km, que l'autre, là, il était en train de la... Il avait vraiment pris le dessus et elle ne parvenait pas à transformer. Moi, je n'ai pas trouvé la clé pour faire switcher ça. Bon, ben, pourtant, j'y ai mis de la bonne volonté, mais je n'ai pas trouvé. C'est comme avoir un chien à la maison. Tu as un chien de garde. Bon, je ne sais pas de chien de garde, enfin, tu veux avoir un chien, bah, je sais pas, tu as un grand terrain, il y a des biens à protéger, tu décides de prendre un chien de garde ou je sais pas, tu adores les staffs, là, tu as un chien comme ça. Tu sais que le chien, qui est super gentil, hein, qui est adorable, mais tu sais que le chien, s'il veut défendre sa famille, s'il chope quelqu'un, il va le choper. Donc, tu sais que tu es protégé par ton chien et qu'il va te défendre coûte que coûte. Avec tes gamins, tu entends que les enfants puissent jouer avec le chien sans qu'à aucun moment, ils se disent, tiens, je vais la mordre. Ben, tu vois, il y a un peu cette idée-là dans la question de soumission, entre guillemets. En fait, c'est vraiment de la fidélité, en fait, de la loyauté. Mais l'image qui me vient, c'est là aujourd'hui, tu vois, de se dire, il y a vraiment cette notion que, en fait, le protecteur, c'est vraiment un mec ou un personnage, un animal gentil, quoi. Mais par contre, il a de la puissance, il a de la force. Donc, pour te défendre, il sera là. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à bon escient, au bon endroit, quand on a besoin. En gros, quand tu lui dis attaque, en totale confiance. Tu sais que jamais il va te bouffer la main parce que ce jour-là, tu as pris sa gamelle, quoi. Bah là, il y a un peu ça dans l'idée. Donc l'enfant n'est pas censé être intimidé, effectivement, par le protecteur. Moi, quand je propose cette séance-là, après, je laisse toujours passer 3-4 semaines avant de se revoir. Avoir le temps d'intégrer et de voir ce que ça fait bouger, parce que des fois, ça fait bouger à des endroits totalement surprenants, inattendus, qui n'ont rien à voir avec ce que les gens nous ont amené. Et parfois aussi, ça fait bouger des trucs sans que les gens le voient. C'est-à-dire que les gens s'en rendent compte parce qu'on le leur dit ou parce que, en fait, moi, je pose la question. Je pense à une jeune femme que j'avais accompagnée comme ça, par exemple, jeune fille qui avait eu une histoire d'enfance assez compliquée, beaucoup de conflits dans la fratrie, les parents qui intervenaient pas là-dedans, donc elle était un peu le vilain petit canard avec ses frangins dernière. Et du coup, elle, ce qu'elle avait trouvé, entre guillemets, c'est qu'elle a eu une adolescence hyper violente, en fait. Énormément dans le conflit et drogue, alcool, etc. Jusqu'au jour où jeune adulte, elle avait déjà quitté le foyer familial et elle a eu un grave accident de voiture sous emprise d'alcool et de drogue avec un mec qui était aussi bourré qu'elle et aussi défoncé qu'elle qui conduisait. Donc elle avait des séquelles physiques, mais surtout, ce pourquoi elle venait avant tout, c'est qu'elle s'était retrouvée complètement coincée dans ses peurs après ça. C'est-à-dire qu'elle était passée à faire n'importe quoi à ne plus rien pouvoir faire. Donc elle était retournée vivre chez ses parents, elle avait une vingtaine d'années.
Elle était retournée vivre chez ses parents et tout était contraignant. Elle vivait vraiment, mais elle vivait dans une boîte, quoi. Elle sortait pas de chez elle, elle avait du mal à entrer en contact avec les gens. Ça faisait 1 an que ça durait. Et par exemple, elle me disait, dans les premiers trucs qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit, bah, pour faire des choses dans la journée, je fais des listes. Mais la liste comprenait se laver les dents, s'habiller, ouvrir la fenêtre, enfin, prendre sa douche. Ça allait jusque-là, la liste, hein. Sinon, elle ne faisait pas. Elle attendait, en fait. Donc, elle faisait ça. En fait, elle avait besoin que tout soit tellement cadré qu'il fallait qu'elle ait sa liste et qu'elle coche ce qu'elle avait fait, quoi. Elle était tellement fermée dans ses trouilles. Ça avait fait vraiment, vraiment ça. On a bossé l'enfant intérieur, une super séance. Et puis, donc, en deuxième rencontre, du coup, après l'anamnèse. Et quand elle revient 3 semaines après, et je lui demande, bon, qu'est-ce que vous avez observé, tout ça. Puis elle me dit, bah, non, j'ai pas vu grand-chose bouger. Je me dis, putain, vu la séance, ça m'étonne. Mais hein, des fois, hein, voilà. Hein. Et moi, dans ces cas-là, je reprends, enfin, même quand la personne me dit que, hein, d'ailleurs, je reprends ce que j'ai noté en point important pour dire, et par rapport à ça, vous en êtes où, et par rapport à ça, vous en êtes où. Enfin, voilà. Et là, elle me dit, mais je lui parle de ces listes et elle fait, ah, mais non, mais je fais plus du tout de liste. Et en fait, elle ne sait pas, elle a été incapable de me dire quand est-ce qu'elle avait arrêté de faire des listes. Est-ce que c'était tout de suite? Est-ce que c'était quelques jours après? Mais en tout cas, les listes avaient complètement disparu, sauf que c'était tellement normal en fait de retrouver une vie, même si bien sûr qu'il y avait encore plein de peurs et plein de blocages et plein de choses à travailler, mais n'empêche que ça avait déjà disparu. Donc il peut y avoir des choses comme ça où la personne ne voit pas. Donc ça vaut vraiment le coup de poser la question. Il y en a où c'est l'entourage qui dit ça a bougé. Eux disent, ben, moi je vois pas de différence, mais autour de moi on me dit que. Certains, là encore, c'est en posant la question. Je pense à un monsieur que j'avais accompagné comme ça, qui était en conflit familial assez important avec plein de gens. Et en fait, il me dit rien n'a bougé. Et puis, quand je lui pose la question, vous avez. Et par rapport à votre père, oh, bah, je l'ai eu au téléphone, mais là, bon, bah, là, ça s'est bien passé. OK. Et votre frère, bah, ah oui, tiens, lui aussi, bah, c'est vrai que j'ai vu un peu tout le monde au téléphone parce qu'il y avait mon anniversaire, machin. Puis d'un coup, il s'arrête et il me dit, ah, mais merde, en fait. Ah, mais c'est moi qui ai changé alors. Bah oui. Autre truc qui peut se produire, des choses qui bougent à des endroits tellement, enfin vraiment inattendus, qui ne sont pas forcément importants d'ailleurs, mais pour dire à quel point l'enfant intérieur et le critique peuvent jouer sur des trucs étranges. Je me souviens d'une femme qui était venue sur des questions de relations amoureuses complexes. On avait travaillé en première intention l'enfant intérieur, et quand elle était revenue, elle me dit, ben, il y avait d'autres choses qui avaient bougé, hein. Mais elle me dit, alors il y a un truc, c'est incroyable. Il y a un truc qui a changé, un truc dont je n'avais jamais parlé à personne, parce que je trouvais ça tellement ridicule que j'en parlais pas. Mais elle me disait, j'avais une espèce de phobie des gros poteaux électriques, les gros trucs en métal, là. Elle dit, c'était pas une phobie, mais quand même, enfin, en fait, dans mes trajets de campagne, hein, parce qu'on est en pleine cambrousse, j'évitais les routes où il y a ces gros poteaux, parce que quand ça arrive par mégarde, parce que c'est une route que je connais pas, de passer à côté, ça me mettait vraiment en grand stress, quoi. Voilà. Donc, elle avait des stratégies des vêtements depuis des années par rapport à ça. Et elle me dit là, bah, l'autre fois, je prends un trajet, j'allais à un endroit nouveau, enfin, je ne connaissais pas, je passe à côté, je me suis rendu compte après que j'en avais absolument rien à foutre, quoi. Donc, comme quoi, ce sur quoi ça va bouger, il peut y avoir des choses très inattendues. La première femme dont je vous avais parlé, on n'avait pas fait le critique tout de suite, qui avait été très mal, il y avait un truc très positif qui s'était passé entre deux, c'est que c'est quelqu'un qui avait eu un grave accident il y a 20 ans de ça, et qui avait été clouée dans un fauteuil pendant 2 ans, donc un gros truc avec beaucoup de rééducation, etc. Donc elle avait été paraplégique. Elle avait récupéré complètement sa motricité et très largement, enfin, elle n'a plus de soucis avec ça, mais elle avait toujours une douleur dans le dos. Elle m'en avait absolument pas parlé parce que c'est un truc qui fait partie de sa vie depuis longtemps. Elle le gère, elle va chez l'ostéo régulièrement. Enfin voilà, elle gère à sa façon. Elle l'avait même pas nommé. Elle m'avait parlé de l'accident, mais pas de la douleur. Et en fait, la douleur avait disparu. Et il se trouvait qu'elle avait rendez-vous dans le délai de 15 jours qu'on avait eu entre les deux séances. Elle avait eu rendez-vous avec son ostéo, qu'elle connaît bien. Et son ostéo lui avait dit, mais t'as fait quoi? Le nœud, il n'y est plus. Ce truc sur lequel on bosse depuis des années n'y est plus. Et la seule chose que j'avais pu constater, c'est que j'ai le bouquin de Martel sur les malaises et les maladies, et cette dorsale-là, ça parle de l'enfant intérieur. Donc c'était intéressant de constater qu'en le faisant
de bosser ça, bah oui, ça faisait bouger. Voilà, c'était une vérification. Enfin, voilà, on ne l'avait pas fait pour, mais en tout cas, ça avait marché là-dessus. Donc, tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir effectivement des choses qui bougent à plein d'endroits différents. Donc, le fait de laisser 3 à 4 semaines que ça pose, ça permet vraiment d'avoir le temps que ça s'installe, quoi, et de regarder, puisque c'est les fondations, de regarder où ça fait bouger. Il y a des gens, ça va être radical, et d'autres, ça va être soit ils ne remarquent pas, alors qu'il se passe des choses importantes, soit ça bouge doucement, et du coup, c'est après coup. C'est avec ce délai-là qu'ils peuvent se dire, ah, mais au fait, c'est vrai qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. D'accord? Donc voilà ce qui me semblait important de vous dire sans l'oublier. Dans une situation où en fin de parcours, alors là en fait, je ne vais pas raconter, hein, mais juste, il peut arriver des fois que dans un accompagnement en fin de parcours, bah, ce soit déjà vachement mieux, mais ce n'est pas encore une joie immense. Bon, là, au bout du bout, ça a été le cas finalement. Mais voilà, des fois, ça va se produire que, bon, bah, c'est bien. Si c'est quelqu'un qui a une imagerie mentale qui est là, qui est vraiment qui a accès à cette imagerie mentale, on peut tout à fait proposer à la personne de continuer à aller voir, quoi. Hein, parce qu'on va lui avoir dit, bah ouais, là, cet enfant va apprendre à découvrir la joie, à expérimenter des trucs, et puis ça va être de plus en plus chouette. Donc, si la personne, elle a accès à ça, donc tout dépend du client, hein. Moi, je ne le dis pas systématiquement. Si je sens que la personne, elle peut, enfin, que ça va être compliqué de faire ça, je ne vais pas la mettre en difficulté là encore. Je ne vais pas conditionner la réussite du travail à ça. Mais par contre, si c'est quelqu'un que je connais, ou je vois qui a cette capacité à y aller, on va dire, que ce soit en imagination ou juste de contacter dans le corps, hein, peu importe. Mais c'est vraiment de pouvoir aller éventuellement continuer à rester en contact, quoi. Rester en contact et aller regarder, observer comme cet enfant de plus en plus va aller vers la joie. Hein, ça peut être ça. Fais comme tu le sens, en fait. Moi, ça va varier. C'est que des fois, du coup, on réintègre tout le monde en même temps, mais en laissant comme une place un peu à part, je dirais. Tu vois, c'est l'harmonie, l'équilibre, il se fait partout. Et puis, en même temps, il y a vraiment cette place particulière au niveau du plexus et du cœur pour l'enfant, par exemple. Mais après, ça a pas, je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Il n'y a pas une règle. Donc, faites comme c'est cohérent pour vous au moment où vous le faites. Pour certaines, c'est passé par, du coup, on fait le protecteur, ensuite on fait l'enfant, et puis on va dans un lieu de rencontre et on fait venir tout le monde. Pour d'autres, bah, du coup, c'était l'enfant rentre, il prend vraiment sa place, et là, oui, effectivement, en fait, parce que c'est une part de soi, donc en fait, elle est dedans, elle est dehors, c'est les deux, c'est pas gênant. Moi, Mais elle me l'a ouais, fait aussi. effectivement, et des situations comme ce que tu as de rejet comme ça, bah, voilà, dans les blessures de rejet, je vous ai décrit hier que parfois c'est l'adulte qui n'a pas du tout envie d'aller vers l'enfant qui est tout moche et qui est tout dégoûtant, là, que la personne vit comme ça. Et parfois, c'est l'enfant qui ne veut pas de l'adulte. C'est hyper violent à vivre. C'est super dur, hein. Donc, il faut trouver le truc et du coup, il faut pas lâcher. Pas lâcher parce que du coup, ce qui est très particulier là-dedans, c'est que à la fois, on est vraiment dans la blessure de l'enfant intérieur, mais c'est l'enfant intérieur qui se met dans la position de rejeter. Et donc, l'adulte qu'on accompagne, qui n'a pas encore réparé ça, il est en plein dans sa blessure. Et en même temps, du coup, c'est comment je m'y prends. Donc, on y arrive, hein, tout doucement, mais donc n'hésitez pas, à chaque fois que ça bloque un peu, à vous appuyer sur ce que vous a dit la personne que vous accompagnez de l'âge de l'enfant. De se dire, OK, attends, 8 ans, OK. Ben, 8 ans, c'est encore un âge où, ouais, elle peut bouder, parce qu'en gros, elle boude, elle t'envoie bouler, mais on arrive à trouver le truc, hein. Comme m'a dit un jour quelqu'un en formation, ouais, ce que tu dis, amadouer les enfants, c'est un peu ce que font les pédophiles avec les bonbons. Ben ouais, parce que ça marche, cette blague. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'un enfant, le plaisir immédiat, évidemment qu'il compte. Donc évidemment que nous, on ne va pas l'utiliser à mauvais escient. C'est pas de la manipulation en termes de, on ne veut pas l'entourlouper. Mais pour l'amadouer, on ne va pas hésiter à aller. Attends, ce gamin, il aura envie. Attends, à ton avis, attends. Ok.
Là, imagine, c'est ton gosse qui te fait la gueule. Enfin, moi, je sais pas les vôtres, mais moi, les miens, ça arrive, hein, qui m'envoient bouler puis comme il faut même. Hein. Et de se dire, bon, surtout quand il y a un âge où c'est moins facile à dos, bon, faut utiliser d'autres de stratégies. Mais c'est vraiment de se dire, attends, je respire là-dedans. Stratégie. Je me remets en adulte, tu vois, d'inviter notre client à se remettre la personne accompagnée à se remettre dans la position d'adulte, parce que sinon elle se retrouve embarquée dans l'émotion qui est très douloureuse, se dire attends, ok, là elle est en colère, elle t'en veut, machin, nanana. Réfléchis bien, regarde-la, va sentir un peu, ce serait quoi le truc, quoi. Le truc où ça va faire, bon, bah d'accord, même si elle a envie de faire la gueule, mais allez, d'accord. Parfois, n'hésitez pas à faire OK. Alors, ah ouais, d'accord. C'est pour dédramatiser le truc. Ah ouais, elle est vachement en colère alors. Là, elle a décidé de faire la gueule. Tu sais, comme moi je sais pas, mes gamins, ils avaient un bouquin qui s'appelait Moi, je boude. Qu'est-ce qu'ils l'ont lu, ce livre? Il était trop drôle, quoi. Parce que c'était un gamin qui boudait et en fait, il n'arrivait plus à sortir de sa bouderie. Mais quand on est gamin et qu'on est dans la bouderie, on ne sait plus. Il y a un moment, on en a juste ras le cul de bouder. Mais bah ouais, mais comment on fait pour sortir de cet espace-là? C'est compliqué, parce qu'on va quand même pas s'avouer vaincu, quoi. Donc on peut bouder longtemps, alors qu'en fait, on n'a plus envie de bouder. Et du coup, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça à un moment donné, même si dans la sensation, c'était bien plus que de la bouderie. On est bien d'accord. Hein. Mais du coup, là, on peut jouer là-dessus, sur ce truc où si toi, si en tant qu'accompagnant, on se met en mode jeu, tu vois, ça va permettre de un peu déplacer le curseur, entre guillemets. Ah, ok, ah ouais, boude. D'accord, ce serait quoi le truc? Tu vois, ça peut. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais parfois, ça va marcher de déplacer un peu le truc, de pas tomber dans le drame et ouais, de bouger un peu le curseur, de changer un peu le regard juste. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ouais, quand vous sentez que. Mais là, il y avait dans le rejet, mais ça peut être aussi quand euh, Fatia, ta petite fille, elle avait besoin de beaucoup de réconfort. Et du coup, là encore, c'est une question de dosage entre de prendre le temps d'accueillir et l'émotion, elle a besoin d'être là, elle a besoin de s'exprimer, hein, on ne va pas l'empêcher, hein, pour tout le monde, hein, on ne va pas juste switcher puis dire bah non, non, allez hop, on passe les émotions, c'est pas ça. Mais si vous sentez que ça s'enlise un petit peu, si vous sentez que ça plombe un peu le truc, se dire oh putain, là, je ne sais pas comment on va faire, et bien n'hésitez pas à réactiver le mode jeu, quoi. Parce qu'un enfant de 3 ans, 5 ans, 10 ans, allez, il y a un âge, ouais, c'est un peu différent. Avec un ado, forcément, on va jouer un peu sur d'autres plans. Mais avec des plus petits, assez vite, on peut trouver le truc, quoi. Donc, effectivement, il faut trouver le biais. Mais si tu veux, le fait de faire ça, ça peut faire réagir. Ça peut changer le regard parce que toi, c'est toi le regard que tu portais sur elle, qu'elle n'était pas dans la bouderie et qu'elle n'avait pas une réaction de son âge. Tu vois ce que je veux dire? Mais parfois, juste en faisant un petit pas de côté, ça va permettre de refaire un peu basculer dans autre chose, d'ouvrir une porte, en fait, justement à s'autoriser à être un enfant, par exemple. Là où, dans l'accompagnement, quand je parle de ce pas de côté, c'est du coup, quand je parle de remettre la personne qu'on accompagne dans sa position d'adulte, c'est que d'une certaine façon, en tant que parent, entre guillemets, hein, adulte bienveillant, il y a vraiment une question de positionnement, de dire, ok, d'accord, je comprends bien, mais moi, je sais que pour ton bien, c'est vraiment pas ça qu'il faut, quoi. Donc, si tu veux, on peut peut-être expérimenter autre chose, ne serait-ce que ça. Ah, donc, ça permet de ne pas se laisser trop embarquer par les désirs apparents, qui ne sont pas des vrais désirs, hein, les désirs apparents de l'enfant intérieur qui s'est construit dans la protection comme ça, quoi. Après une séance comme celle-ci, il n'est pas rare que votre client soit cuit. C'est souvent le cas. Hein, moi, j'ai des gens qui me disent, mais le soir, moi, j'appelle ça la fatigue qui fait blop. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire ça. Vous savez, genre de fatigue où alors l'électroencéphalogramme, il est plat. Il ne se passe rien, en fait. Juste, et
Personne n'est pas tout à fait là. Voilà. Donc, moi, quand je programme cette séance-là, je demande, par exemple, des gens qui bossent en 3-8 ou qui bosseraient de nuit, j'évite. Hein, je demande avant quelqu'un qui bosse de l'après-midi, on ne va pas venir le matin. J'aime autant à ce moment-là qu'il vienne l'après-midi, après sa matinée de travail, et il sait qu'il reprend que le lendemain après-midi. Faire ça avant d'aller bosser, c'est pas confort. Donc, là, beaucoup de gens ont cette grande fatigue après parce que émotionnellement, ça draine beaucoup. Énergétiquement, on bosse sur des vieux trucs. Hein. Donc, attention, enfin, je veux dire, même une séance qui est assez facile, l'air de rien, même si ça dure 1 heure, on est en train de faire bosser des trucs tellement profonds que ça bouge plein de structures. Donc, ça mobilise énormément d'énergie. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte quand vous programmez. Bon, il y a des gens qui ne seront pas complètement épuisés, hein, où ce sera comme une séance classique, où il peut y avoir un peu de fatigue, mais voilà, rien de plus. Il y a des personnes aussi que ça va mettre dans un état d'euphorie de fou furieux. Ça n'arrive pas fréquemment. Mais quand ça arrive, ça m'est arrivé la toute première formation que j'ai fait sur l'enfant intérieur. C'était 3 jours, enfant intérieur critique et rupture des liens de douleur d'œil. 3 jours en présentiel ici. Et il y a une des filles, on a commencé par enfant intérieur critique les 2 premières journées, mais elle était dans un état de « yes !» complètement barrée. Résultat des courses, elle était hébergée chez des amis à Tulle parce qu'elle habite vraiment sud-Corrèze, ça faisait un peu loin le matin et tout. En fait, elle a fait une grosse teuf, elle s'est couchée à 5 heures du mat. C'était n'importe quoi. Et elle est arrivée le lendemain, elle n'était toujours pas calmée. Il lui a fallu 2 jours pour redescendre. C'est pas souvent hein, que ça se passe comme ça, mais ça arrive de temps en temps. Il y a d'autres clients hein, qui m'ont dit « Ah non, mais la nuit, je pouvais pas dormir, mais j'étais pas fatiguée, hein, j'étais à fond, à fond. » Donc, ça arrive de temps en temps. Là, j'ai pu le voir de mes yeux le lendemain et me dire « Oh putain, vache !» Quand elle va tomber, elle va tomber. Hein. Donc, voilà. Donc, sachez que ça peut aussi faire ça. Tout va bien, c'est pas grave. Voilà. Hein, donc, mais la fatigue, je préviens. Je préviens qu'ils ne s'inquiètent pas d'être épuisés, c'est normal, tout va bien. Autre chose, quand on a une personne vient avec parents toxiques, enfance douloureuse, la question peut se poser de savoir par quel bout on commence. Est-ce qu'on commence par aller couper les liens de douleur avec les parents? Est-ce qu'on commence par l'enfant intérieur? Là, moi, ce qui va déterminer, c'est ce que me dit le client. Ce qui semble être le plus important là maintenant, en fait. C'est-à-dire que si la personne, dans son discours, dans sa façon de raconter son enfance douloureuse, c'est hyper focalisé sur mon père, c'était un vrai connard, machin, nan, je sais pas quoi. C'était vraiment très compliqué avec ma mère, tout ça, que ça focalise beaucoup là-dessus. J'aurais tendance à plutôt commencer par les liens de douleur, du coup. Si c'est plutôt focalisé sur le ressenti, de la souffrance que ça génère, j'irai plutôt sur l'enfant intérieur. Parfois, ce que ça peut générer, ce type de situation, c'est que ce soit hyper inconfortable pour la personne tant qu'on n'a pas fait les deux. Quand je commence par l'enfant intérieur, parfois, je vais me rendre compte, parce que c'était vraiment ce qui sortait, c'était vraiment ce qui était là, parfois, on n'ira même pas rompre les liens de douleur parce que ça semble pas, c'est OK, quoi, c'est en paix avec ça. Quand je commence par les liens de douleur, généralement, je vais quand même faire l'enfant intérieur. Parce que souvent, ça prend la place, mais derrière, la souffrance, elle est bien là. Donc, en tout cas, ça peut être des situations relativement inconfortables pour les personnes. Hein, ça arrive. Hein. Du coup, c'est pas apaisé des deux côtés. Et une fois que le deuxième est fait, que le deuxième travail est fait, il y a tout qui redescend. Donc après, à vous de jauger et de sentir, quoi. Et alors, en fait, dans la formation, en étant en visio, il y a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que c'est en visio, donc c'est d'une certaine façon les pires conditions. Parce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement que ce soit en visio, c'est qu'en plus, il n'y a pas d'anamnèse. On ne sait pas trop pourquoi on le fait, ce travail-là.
Enfin, je veux dire, pour la personne, on sait pas, on sait pas quelle est la motivation derrière. Bon, par contre, l'avantage, c'est que tout le monde connaît le protocole, donc connaît déjà le chemin. Donc, en fait, c'est déjà bien prêt, quoi, à y aller quand même. Hein. Ça commence à descendre en général. Hein. Beaucoup me disent en voyant la vidéo d'Anne-Laure que bah, il y en a qui ont les images déjà, enfin, qui ont des petits bouts, qui ont des petits trucs qui se passent. Donc il y a aussi ce qui contrebalance ça, c'est ça. Mais effectivement, moi, je trouve que ce soit en visio ou en présentiel, c'est pareil. C'est pareil parce que tu es synchro. Tu vas pas, tu t'appuies pas sur les mêmes éléments. Parce que tu n'as pas le corps, parce que les mouvements de la respiration, bah, comment personne respire, je ne sais pas. Le visage, c'est pas aussi clair. Tu peux pas palper si la personne elle est détendue ou pas. Mais du coup, tu veux focaliser sur autre chose. Moi, je me rends même compte que quand je suis en visio, ça m'est déjà arrivé que soit la caméra se coupe pour une raison X ou Y, ou même de faire par téléphone. Et ben en fait, ça m'arrange presque plus qu'en visio. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis presque plus synchro, ou alors il va m'arriver d'accompagner sans regarder ou en ayant les yeux fermés parce que je reste centrée dessus. Et que presque c'est plus... Pour moi, hein, je ne dis pas que c'est une généralité, mais qu'en fait, le contact, il peut s'établir vraiment autrement qu'effectivement par le contact visuel et sensitif, quoi. Ah, si vraiment il n'y a plus du tout de réseau, eh ben, à toi de voir avec la personne. Soit tu le sembles finir au téléphone, passe par WhatsApp, tu vois. C'est pour ça que c'est important quand vous faites un truc en visio d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Parce que s'il n'y a pas du tout d'internet, c'est chiant. Si tu ne peux pas contacter, donc avoir au moins le numéro de téléphone, dire OK, j'appelle, OK, tout va bien, problème de connexion, OK. La personne te dit ouais, j'arrive, c'est juste mon truc qui s'est éteint, tout ça, OK. Très bien, mais au moins tu sais quoi, que la personne ne se retrouve pas dans la nature, enfin dans la nature. Dans ces cas-là, si tu acceptes, si tu fais des rendez-vous en visio, tu envoies un message en demandant ce qu'il y a un casque. Alors après, tout le monde ne le fera pas. Bonne connexion Internet de préférence, enfin essayez au maximum. Idéalement un casque ou des oreillettes. Parce que ça évitera justement ces échos. Il n'y en a pas toujours, mais il suffit que la connexion soit un peu moins bonne. Et ta voix arrive en retard, tu t'entends, c'est insupportable. Donc, prenez des précautions, effectivement, par rapport à ça, d'avoir la solution de secours quand, si ça coupe, au moins le contact téléphonique, quoi. Au moins de pouvoir s'appeler pour se dire ce qui se passe. Après, tu n'es jamais à l'abri que la personne, en fait, elle est sur son Zoom par son téléphone et son téléphone qui bug. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Eh bien, voilà, hein, tu fais un mail pour dire, OK, je suis à votre disposition, rappelez-moi dès que possible, j'arrive pas à vous joindre, mais rappelez-moi dès que possible pour t'assurer que tu débriefes derrière, quoi. Ouais, elle est spéciale, parce que je rame, et je m'étais dit, quand j'annonce, quand j'explique la technique, en général, bah forcément, tant que tu l'as pas fait, que tu l'as pas vu, tu fais, oh putain, oula, attends, il y a plein d'étapes, comment je vais faire, machin. Hein. Donc, surtout tant que le trait critique n'est pas travaillé, ça peut faire ça facilement. Donc, je me dis, si je leur montre celle-là d'abord, c'est mort, ils ne vont jamais se lancer. Ils vont dire, ah non, mais en fait, non, mais en fait, moi, je ne le sens pas, je passe cette expérience. Donc, c'est juste que, ouais, ça dure longtemps. Mais Julien, c'est un spécialiste de ça. J'ai travaillé avec lui les croyances de Byron Katie, parce que j'avais fait une formation, c'est pareil, il a été un des cobayes. 2h30. Oui, elle est à dispo, évidemment. Non, mais c'est intéressant. Moi, je me suis retrouvée parfois, vu que j'ai beaucoup travaillé avec cet outil-là, mes journées de travail les plus longues, c'était 5 rendez-vous. Parce que je prends des créneaux de 2 heures. Je ne garde pas les gens 2 heures en vrai. Hein. En principe, c'est 1 heure à peu près. Mais je sais que sur l'enfant intérieur, il va m'arriver de déborder. Et moi, j'ai besoin de pause entre. Je ne peux pas enchaîner. Hein. Je vois des collègues qui peuvent faire 9 rendez-vous dans la journée. Ça n'est pas. Moi, je ne peux pas. Je peux pas. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une journée où je fais 4 ou 5 enfants intérieurs dans la journée. Je fais OK. Mais travailler la chaîne, mais en même temps, pas du tout, parce que vu que là, tu es vraiment, ça se ressemble pas du tout. Et que du coup, tu es confronté à plein de trucs complètement différents entre celles où tu dis, ah merci, d'être le client idéal, trop bien. Merci de rentrer dans mon protocole, de me conformer à mes attentes. Et puis les autres.
mais où c'est drôle aussi, parce que du coup, tu vas à choix chercher des idées à la con. Moi, il y a vraiment ça dans ce type d'accompagnement. J'ai vraiment toujours le mot qui vient, c'est chercher des idées à la con, quoi. Se dire, tiens, 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 quelle va être l'idée magique du jour? Comment je vais me sortir du truc où j'ai l'impression d'être dans l'impasse? Alors, galipette. Donc, il y a ce côté, ouais, mais c'est ça, il y a ce côté dans la posture, à la fois on est sur quelque chose de... C'est un gros morceau, donc il peut y avoir du drame, de l'émotion, etc. Mais malgré tout, moi, généralement, j'y vais en posture de joueuse, quoi. Moi, ma gamine, elle y est, quoi, là. Quand j'accompagne un enfant intérieur, elle joue avec. Donc, c'est souvent elle qui a vraiment les idées à la noix, mais des trucs, mais n'importe quoi qu'elle va proposer. Voilà, elle va toujours avoir des trucs. Tu fais, ah bon, t'es sûr? Ah ouais, ok, d'accord, je le dis alors, d'accord. Donc, c'est drôle à vivre, hein, du coup, parce que on se fait du bien à chaque fois en même temps. Tant qu'on y est, on se remet une petite couche. Donc, c'est assez chouette. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir.